Bonjour et bienvenue pour ce tout nouveau rendez-vous de notre podcast, notre émission YouTube de la Fondation Ellis Care. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir comme premier invité le professeur Serge Dewel qui va nous parler de la géopolitique de l'Éthiopie. Serge Dewel est historien contemporain spécialiste de l'Éthiopie. Il enseigne à l'INALCO, il enseigne à l'Institut chrétien d'Orient, il est chercheur à l'Institut chrétien d'Orient. Il est auteur d'un nombre important d'ouvrages sur l'Éthiopie, d'ouvrages érudits, d'ouvrages aussi grand public, notamment cette somme historique, Éthiopie, une histoire, 20 siècles de construction nationale, et c'est paru chez l'Harmattan. Donc à cette occasion aussi, on a le plaisir de vous recevoir, Serge, pour ensemble brosser une sorte de panorama non exhaustif sur la trajectoire de l'Éthiopie, un pays qui est très complexe, qui a une complexité ethno-religieuse extrêmement affirmée. Dites-nous, Serge, tout début, quelles sont les origines du peuple éthiopien? Parce qu'on parle d'une migration qui viendrait du royaume de Saba, de l'autre côté de la mer Rouge, de populations donc, de la péninsule arabique qui auraient fait souche sur les plateaux éthiopiens pour créer l'Abyssinie, c'est ça, l'ancêtre de l'Éthiopie. Dans quelles conditions est née l'Éthiopie? Bien. Cher Tigran, répondre à cette question, c'est à peu près l'objet d'un cours de première année de licence, mais je vais essayer de faire très court en donnant l'essentiel. Déjà, quand on parle de l'Abyssinie et de l'Éthiopie, ce sont deux choses un peu différentes. L'Abyssinie, c'est un terme ancien qui est un peu tombé en désuétude au XXe siècle déjà et qui était géographiquement limité aux hautes terres du nord de l'actuelle Éthiopie. L'Éthiopie, par rapport à ce que l'on appelait l'Abyssinie dans les temps plus anciens, c'est presque 3 fois plus grand. Donc quand on parle du peuple, plutôt des peuples éthiopiens, ou alors on prend la nationalité actuelle, c'est un ensemble extrêmement vaste dans lequel les peuples historiques de l'ancienne Abyssinie ne comptent que pour une petite partie. Alors, je vais recentrer un peu le coup d'œil, le point de vue, sur donc, la partie vraiment historique de ce grand pays. Hein. L'Éthiopie est un très grand pays. Donc, on va se recentrer sur les hautes terres du Nord, qui sont le noyau historique de la géographie de ce pays, où vivent des populations de langue sémitique. Alors, la culture sémitique s'est développée depuis près de 2 millénaires et demi dans ces régions-là, en lien avec des migrations de marchands, de populations sans doute aussi, mais on a très peu d'informations, venues du sud de la péninsule arabique. C'est certainement par eux que les langues sémitiques et l'écriture, dérivée de l'écriture sabéenne, est arrivée en Éthiopie. Et les populations actuelles, qui sont en quelque sorte les avatars, les descendants de ces premiers contacts entre les deux rives de la mer Rouge, ce sont plus au sud les Amharas et plus au nord les Tigréens. Deux populations dont on a beaucoup parlé, dont on parle encore beaucoup récemment dans les médias. L'Éthiopie, c'est aussi une des premières nations chrétiennes, en tout cas un des premiers États chrétiens après l'Arménie. On s'interroge comment la foi chrétienne a pu franchir donc, le relief accidenté des montagnes d'Éthiopie. Dans quelles conditions l'Éthiopie a reçu son baptême? Alors, c'est très difficile de faire la part des choses entre la géographie, la légende dorée de la christianisation de l'Éthiopie et ce qui s'est réellement passé dans les faits. On va laisser pour l'instant peut-être la légende dorée de côté, que l'on retrouve facilement, pour s'intéresser à quelques faits. Dans la période de l'Antiquité tardive, en tout cas dès le IIIe siècle de notre ère, des communautés de marchands, juifs, chrétiens, judéo-chrétiens aussi, étaient présents dans l'ensemble du bassin de la mer Rouge, y compris sur le littoral actuellement érythréen, mais à l'époque éthiopien de la mer Rouge. Il faut rappeler qu'à cette époque, le port d'Adulis et le royaume d'Aksum, en Éthiopie, étaient un important relais du commerce romain et plus tard byzantin. Le royaume d'Aksum, en Éthiopie, a d'ailleurs été un allié important de Byzance, plus tard dans le temps, vers le 6e et 7e siècle, dans sa lutte contre les Perses. Donc, ce n'est pas du tout un hasard qu'il y avait des commerçants chrétiens, égyptiens pour une grande partie, venant d'Alexandrie, installés sur les rives de la mer Rouge. Donc, déjà, on a un premier christianisme qui vient de là.
Par ailleurs, maintenant, au niveau de la christianisation officielle de l'Éthiopie, ça s'est fait vers 335-340, par un saint, en tout cas qui a été reconnu pour sa sainteté par la suite, et ce promoteur du christianisme en Éthiopie, c'est Frumens de Tyr. Un Syrien, donc levantin en tout cas. Il y a deux traditions de légendes qui expliquent comment il est arrivé jusqu'en Éthiopie. Entre autres, il y a eu une tempête, il aurait abordé, ne sachant où il était. C'est assez peu probable compte tenu de l'importance des relations qu'il y avait avec l'Éthiopie à ce moment-là. Mais en tout cas, il arrive à la cour où il convertit le souverain éthiopien, le roi Ezana, qui est donc le premier roi éthiopien à se convertir au christianisme et donc à faire entrer l'Éthiopie officiellement dans le christianisme à ce moment-là, vers 345, disais-je. C'est Frumens, et on connaît approximativement la date parce que lorsque le souverain éthiopien s'est converti au christianisme, Frumens s'est adressé au patriarche le plus proche, c'est-à-dire le patriarche d'Alexandrie, et ce qui fait que l'Église éthiopienne pendant longtemps est restée attachée à l'Église copte. Jusqu'à la fin du XXe siècle. Jusqu'à la fin du XXe siècle. Alors il y a eu un petit détachement progressif à partir des années 1920, mais effectivement jusqu'en 1959, dernière étape de l'autocéphalie, effectivement l'Église éthiopienne était copte. Avant d'aller plus loin dans l'histoire de l'Éthiopie, on répète encore qu'on a conscience qu'on a affaire à une mosaïque ethnique, mosaïque religieuse, puisque si je ne m'abuse, un bon tiers de la population de l'Éthiopie est musulmane. Oui. Vous avez des évangéliques, des protestants, vous avez des animistes. Que représente l'Église nationale éthiopienne démographiquement et à quelle autre église peut-on, à quelle famille chrétienne se rattache-t-elle? Est-ce qu'on peut parler d'une église orthodoxe ou d'une église autocéphale orientale? Oui, alors effectivement, la question est intéressante parce que c'est vraiment quelque chose qui caractérise l'Éthiopie, c'est la diversité de son paysage religieux et aussi la mise en place dans le temps long de ces différentes confessions. Alors les confessions historiques de l'Éthiopie, et je laisse de côté les religions dites traditionnelles, vous dites animistes, bon on va plutôt dire traditionnelles parce que ça permet d'être plus étendu, mais qui ne représentent guère plus qu'1% actuellement, sont surtout dans les zones périphériques de Basse-Terre qui n'ont été intégrées à l'Éthiopie qu'à la fin du 19e ou au tout début du 20e siècle. Donc on va laisser de côté cela et s'intéresser au monothéisme traditionnel, historique de l'Éthiopie. Donc d'une part le christianisme et d'autre part l'islam. L'islam est arrivé assez rapidement dans les Basses-Terres d'Éthiopie. Et surtout en Éthiopie une religion de Basse-Terre qui rassemble à peu près effectivement 30-31% des Éthiopiens. Dans les Hautes-Terres, et en particulier dans les Hautes-Terres anciennement christianisées, c'est-à-dire le domaine historique et le domaine chrétien en même temps, donc ces Hautes-Terres du Nord dont j'ai parlé tout à l'heure, on retrouve une forme de christianisme particulier. Alors, l'église autocéphale d'Éthiopie se dénomme Église orthodoxe Tewahedo d'Éthiopie. Tewahedo traduit le concept 1, monophysite ou miaphysite. Donc, c'est une église qui a une foi dans la nature du Christ qui lui est bien particulière et qu'elle partage d'ailleurs avec l'église apostolique arménienne, avec l'église copte d'Égypte par exemple. D'Érythrée aussi. Et l'église érythréenne, qui est issue en fait de l'église éthiopienne, évidemment partage la même conception des natures du Christ. La mise en place de tout cela, eh bien, c'est le développement de cette église qui représente plus de 40% des Éthiopiens, donc cette église orthodoxe Tewahedo d'Éthiopie, ça s'est fait évidemment simplement par le lien historique qui faisait que l'Éthiopie était un évêché unique de l'église copte. Et donc, le chemin théologique, dogmatique qu'a suivi l'église copte, l'Éthiopie l'a suivi de facto. Et lorsqu'elle est devenue autocéphale dans les années 1950, l'Église éthiopienne n'a pas du tout remis en question ce concept-là.
à côté des orthodoxes théoïdo, j'aime bien préciser orthodoxes théoïdo pour qu'on ne confonde pas avec l'orthodoxie byzantine, effectivement, avec l'Église impériale. Les Éthiopiens, bien qu'orthodoxes, ne partagent absolument pas le dogme christologique des orthodoxes byzantins gréco-russes. Depuis 451. Voilà, depuis effectivement le concile de Chalcédoine en 451 qui a rejeté les adeptes du monophysisme, c'est-à-dire les deux natures du Christ fondues en une seule. Or, l'Église impériale avait bien spécifié dans les conclusions du concile que les deux natures étaient distinctes et séparées. Tout cela pour revenir à la diversité du paysage confessionnel éthiopien, donc des musulmans d'une part, des chrétiens d'autre part, ces chrétiens eux-mêmes fracturés, puisque nous avons 40% de la population qui est orthodoxe théoïdo, monophysite, mais il y a aussi une petite église catholique d'Éthiopie. Et l'ensemble, qu'il s'agisse de l'Église catholique d'Éthiopie, c'est-à-dire une église monophysite avec un métropolite, donc affilié à Rome, mais avec un métropolite éthiopien à sa tête, ou qu'il s'agisse de l'Église catholique en Éthiopie, c'est-à-dire des églises missionnaires actuellement en Éthiopie, l'ensemble des catholiques d'Éthiopie ne dépasse guère 1% de la population. Donc, alors 1% d'une population de, on va dire à peu près 135 millions d'habitants, ça compte quand même un peu, mais à l'échelle du pays, évidemment, c'est très très peu. Et il reste 22-23% d'évangéliques en Éthiopie pour compléter le paysage chrétien de l'Éthiopie. Ces évangéliques qui sont essentiellement arrivés des basses-terres. Donc des populations qui ont été annexées à l'Éthiopie à la fin du XXe siècle et qui progressivement ont intégré à la fois le christianisme, mais qui n'était pas le christianisme des conquérants du Nord. Donc ce n'était pas le christianisme des Amharas et des Tigrés, le christianisme théoïdo, et ont développé cette approche évangélique sous l'action missionnaire anglo-saxonne et scandinave essentiellement. Alors, il y a aussi une exception dans l'histoire de l'Éthiopie contemporaine, c'est qu'à quelques exceptions près, je crois que le cas du Libéria, c'est le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé. Les Italiens ont essayé de le coloniser depuis le nord, depuis l'Érythrée, depuis la Somalie. Il y a eu la bataille d'Adwa de 1896, qui est un véritable revers pour les Italiens, puisqu'ils avaient été vaincus par l'empereur Ménélique. Mais en 1935, Mussolini avait pu conquérir l'Éthiopie grâce à sa supériorité technique moderne pendant plusieurs années, je crois de 1935 à 1942. Comment expliquez-vous le fait que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée? C'est son relief? Oui. Alors d'abord par rapport au Libéria, il y a une petite différence, c'est que le Libéria est un pays qui a été construit par des esclaves. Pour des esclaves libérés, donc il n'est pas un pays traditionnellement existant. Donc c'est presque une construction occidentale en laissant bien les choses à leur place. Or, l'Éthiopie est une structure politique traditionnelle qui, elle, n'a pas été prise. Donc, on est quand même dans un cas de figure un peu différent. Alors, effectivement, qu'est-ce qui explique que l'Italie n'ait pas réussi à conquérir l'Éthiopie? D'abord, qu'est-ce qui explique que la France et la Grande-Bretagne ne l'ont pas fait? Les Italiens ne s'y sont engouffrés que parce que les Français et les Britanniques avaient laissé l'Éthiopie de côté. C'est la rivalité entre les deux grands empires coloniaux au sujet du débouché méridional de la mer Rouge, le Bab el-Mandeb, qui pour les uns était sur la route des Indes, pour les autres sur la route de l'Indochine ou de la Grande Île, Madagascar. Et donc, se sont bien organisés pour y implanter des stations de ravitaillement pour la marine à vapeur, mais en tout cas pas du tout conquérir les espaces, mais plutôt les garder sous influence. L'Italie, qui s'est unifiée assez tardivement et qui a à un moment voulu rejoindre le concert des nations colonialistes, un peu par souci de modernité, mais en même temps aussi parce qu'il faut rappeler l'Italie était un pays très pauvre dans la deuxième moitié du XIXe siècle. En tout cas, pour certaines régions d'Italie, la pauvreté était importante et une des solutions était effectivement de permettre à ces populations
en Sicile par exemple, en Basilicate, en Sardaigne, de s'expatrier pour trouver ailleurs ce qu'elle ne pouvait pas trouver chez elle. Donc ça a été les moteurs de l'Italie. Alors l'Italie a commencé par prendre, c'est un peu une opportunité historique, bon c'est peut-être un peu long de rappeler ça maintenant, mais en tout cas elle a eu l'opportunité de s'implanter sur le littoral de la mer Rouge à hauteur de l'actuelle Érythrée. On ne parlait pas d'Érythrée à l'époque, puisque le mot Érythrée est lié justement à la présence italienne. Et très rapidement, s'est rendu compte que les richesses qu'elle pouvait contrôler au départ qu'elle pourrait contrôler au départ de ses comptoirs sur la mer Rouge, en fait, se trouvaient dans les Hautes-Terres. Donc rapidement, le mouvement s'est orienté vers les Hautes-Terres et vers une volonté de conquérir les Hautes-Terres. Les Hautes-Terres, c'est le domaine des Éthiopiens. Et les Éthiopiens se sont évidemment opposés à ces conquêtes italiennes de manière assez organisée, de manière militaire, armée, puissante. L'Italie a par ailleurs, par traité, tenté de prendre le contrôle de l'Éthiopie, entre autres par un fameux traité d'amitié et d'assistance, dans lequel la version amharique et la version italienne avaient un article qui n'était pas rédigé de la même manière. C'est le fameux article 17 du traité de Wuchale, dans lequel, traité de 1889, dans lequel il était indiqué dans la version amharique que pour ses affaires étrangères, l'Éthiopie pouvait passer par la médiation italienne. Or, dans la version italienne, il était indiqué que l'Éthiopie devait faire appel aux offices italiens et donc placer dans la version italienne de facto l'Éthiopie sous protectorat italien. Quand les Éthiopiens s'en sont rendus compte, évidemment, ça ne leur a pas plu du tout. Ils n'ont fait que dénoncer le traité, que l'Italie n'a jamais voulu réviser, et puis le traité est venu à échéance avant qu'elle ait pu agir. Et là, on arrive en 1894-95, au moment où l'Italie se rend compte que de toute façon, en dehors de l'action militaire, elle ne parviendrait jamais à prendre l'Éthiopie. Donc elle a entrepris une grande action militaire qui s'est soldée par une défaite à la bataille d'Adwa en 1896. Alors qu'est-ce qui a fait que l'Italie a perdu ? D'abord, elle ne comptait pas du tout sur une très grande mobilisation éthiopienne, parce que l'Éthiopie, c'est quand même un royaume ou un empire plutôt qu'un royaume, parce qu'on a différentes structures politiques avec un primus inter pares au-dessus, mais qui sont malgré tout assez divisés, souvent en opposition les uns envers les autres. Et donc l'Italie n'avait pas du tout misé sur une union sacrée en Éthiopie. D'autre part, les populations du Nord étaient relativement exsangues à cause d'une famine, donc il était assez difficile pour les armées de ponctionner sur les populations parce qu'elles-mêmes avaient très très peu. Et le dernier élément qui a fait que l'Italie a perdu, c'est le président du Conseil, Crispi, qui exhortait ses troupes, son état-major sur place à avancer, à attaquer. Et ils ont eu l'ordre formel d'attaquer alors qu'ils n'étaient pas du tout en situation de le faire. Les Éthiopiens, en supériorité numérique très importante, à peu près 120 000 contre 30 000, évidemment, ont très rapidement réglé la question. Ça a provoqué une certaine humiliation auprès de l'Italie que Mussolini a voulu laver en 1935. Et l'occupation de l'Italie en Éthiopie a duré de 1936, la prise d'Addis Abeba, jusqu'en 1941. Et pendant ces 5 années-là, l'Italie a surtout contrôlé les villes et très peu les campagnes. Alors, on a en mémoire surtout le règne du dernier empereur Haïlé Sélassié, donc qui était l'empereur qui a fait face à l'invasion italienne et qui a été exilé, je crois, en Angleterre, en tout cas qui a participé à la guerre de libération de son empire avec le concours des Britanniques. On a un souvenir très controversé de ce personnage. C'est-à-dire, d'un côté, c'est le Rastafari, c'est l'icône des mouvements Rasta, la Jamaïque, c'est le Négus, hein, c'est l'empereur. Comment expliquez-vous, déjà très rapidement, très brièvement, en tant que faire se peut, quel bilan peut-on faire sur son effort de modernisation? Parce que la modernisation de l'Éthiopie, une armée moderne, une capitale moderne dotée d'infrastructures qui abrite le siège de l'Union africaine. Addis Abeba a toujours, je crois, abrite le siège de l'Union africaine. Comment expliquez-vous le fait que le Négus, l'empereur, n'a pas réussi à faire nation avec l'Érythrée aussi? C'est-à-dire comment se fait qu'il n'a pas réussi à
à régler ce problème? Parce que l'Érythrée, c'est un petit peu l'épée de Damoclès, enfin, c'est de la question de l'Érythrée, de l'Éthiopie dans sa géopolitique, puisque ce territoire, vous dites tout à l'heure que ce territoire est historiquement associé à l'Éthiopie, il a été détaché par la colonisation italienne, il lui est revenu après la libération de l'Éthiopie, je crois, dans les années 50. Et puis il y a eu cette guerre entre Érythréens et Éthiopies qui a abouti en 1993 à l'indépendance de l'Érythrée. Donc quel bilan peut-on faire de cette gestion de ces... De nouveau, la question est très, très étendue. Hein, donc, vaste, alors, le personnage d'abord de Haïlé Sélassié, effectivement, un personnage ambivalent. Et je pense qu'il faut surtout faire la différence entre le personnage d'avant l'exil, d'avant 1935, et le personnage après son retour. Avant 1935, on est effectivement face à un souverain, qu'il s'agisse du Ras Tafari, Tafari c'est son nom, Ras c'est son titre, avant qu'il ne soit couronné empereur et en 1930 et qu'il prenne le nom de Haïlé Sélassié, puissance de la Trinité, comme nom d'empereur. En tout cas, dans cette période, jusqu'en 1935, on est face à un souverain modernisateur, un souverain, je ne dirais pas un souverain démocratique, qui a pris beaucoup de mesures. Un despote éclairé. Mais éclairé, voilà. Un despote éclairé. On est tout à fait dans, le cas de figure du despote éclairé. C'est un souverain qui est assez autocrate, mais qui se fait conseiller et qui va dans le sens de la modernisation de son pays. À son retour d'exil en 1941, Haïlé Sélassié doit d'abord reconquérir son trône, doit ensuite reconquérir son indépendance par rapport aux appétits britanniques qui étaient prêts à remplacer les appétits italiens, surtout dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, où l'Éthiopie était pour les Britanniques une prise de guerre. Et ensuite, après cela, très rapidement, le règne de l'empereur Haïlé Sélassié va évoluer vers un règne de pur autocrate, dont la partie éclairée va s'éteindre de plus en plus. Dans les années 60, 50 ? Dès les années 50 déjà. Dès les années 50. Très rapidement. Et plus on va avancer dans le temps, et plus ce règne va être déconnecté du pays et totalement renfermé autour de la sphère familiale, palatiale, donc une autocratie totale. Donc, et aussi, on parle est-ce que c'est un État centralisé à l'époque de Haïlé Sélassié, sachant que le problème érythréen est peut-être en lien avec cette centralisation Oui, alors je pense que le problème érythréen, il est doux. Mais effectivement, donc, pour répondre d'abord à la question, c'est oui, l'Éthiopie était un État hyper centralisé, et c'était même pas centralisé sur la capitale, c'était centralisé sur le palais et sur la personne même de Haïlé Sélassié. Donc c'était hyper centralisé. De toute façon, jusqu'en 1991 et la chute du gouvernement militaro-marxiste, l'Éthiopie est restée un pays centralisé. Elle l'est un peu moins maintenant, mais bon, ça c'est son histoire récente. Alors le lien avec l'Érythrée, donc pour rappeler les faits, l'Érythrée, le littoral éthiopien de la mer Rouge a été détaché de l'Éthiopie dans le contrôle politique et de fait dès les conquêtes ottomanes, parce que les Ottomans vont prendre le contrôle de Massawa et du littoral de la mer Rouge dès le XVIe siècle. Et il ne reviendra plus à l'Éthiopie, ce contrôle du littoral, parce que aux Ottomans vont succéder les Turco-Égyptiens, du Khedive, Ismaël, les Britanniques et puis les Italiens. Et lorsque, en 1952, Haïlé Sélassié obtient la fédération une résolution des Nations Unies, la fédération Éthiopie-Érythrée, en principe, les deux États sont indépendants l'un de l'autre dans la même fédération, c'est-à-dire que Haïlé Sélassié est le souverain des deux États. Mais il n'y a pas intégration de l'Érythrée dans l'Éthiopie à ce moment-là. Et les églises sont séparées ça aussi reste, Non, ça reste l'église éthiopienne par contre. Ça reste l'église Théoado d'Éthiopie pour les deux. Il n'y a qu'un seul patriarche pour l'ensemble des deux territoires. Ce n'est qu'au niveau politique que la fédération se fait. Mais ça s'est fait sur base d'une population dont une partie relativement importante était pour l'indépendance et pas du tout la fédération. Et une partie, malgré tout pas négligeable de cette population, était favorable au maintien de la présence italienne.
Donc la partie favorable à un rattachement sous une forme quelconque avec l'Éthiopie était loin d'être majoritaire. Donc ça, c'est une première chose. Donc les troubles commencent assez rapidement et 10 ans plus tard, en 1962, Haïlé Sélassié décrète l'annexion de l'Érythrée à l'Éthiopie et fait de l'Érythrée une nouvelle province éthiopienne. Et là, il exacerbe le séparatisme. Et là, effectivement, c'est le début de la guerre d'indépendance érythréenne. Qui aboutit en 93. En 91. Et en 91 avec la fin du gouvernement militaro-marxiste et qui se concrétise en fait avec l'indépendance de 93. Donc depuis lors, l'Éthiopie a perdu sa façade maritime. L'Éthiopie a définitivement perdu sa façade maritime. C'est revenu un pays enclavé. L'Éthiopie n'est plus un empire depuis 1974. Puisqu'il y a eu cette révolution qui a amené au pouvoir une junte militaro-marxiste, mais de fait un régime dictatorial qui a considérablement appauvri l'Éthiopie. Et puis depuis donc les années 90, l'Éthiopie est une fédération, n'est-ce pas? Alors comment fonctionne cette fédération compte tenu des équilibres ethno-confessionnels? Et quels sont les principaux groupes en présence qui forment cette fédération depuis le retour de l'Éthiopie à la démocratie? Alors c'est tout l'enjeu de l'Éthiopie actuelle, c'est qu'elle vit sous le régime de cette constitution qui a été votée en décembre 1994 et promulguée en janvier 1995. C'est pour ça que vous trouvez parfois constitution de 94 ou de 95, mais c'est la même, qui établit une division administrative de l'Éthiopie sur le modèle ethnico-linguistique. Donc déjà un premier postulat, c'est qu'un peuple a une langue, ce qui n'est pas forcément vrai, et donc il n'y a qu'une langue à un territoire. Oui. Or, les isoglosses ne correspondent pas forcément au territoire traditionnel, donc il y a des recouvrements de locutions. Par exemple, les langues amara et tigré peuvent être parlées à peu près en quantité égale dans les mêmes villages, dans les mêmes zones, et il faut à un moment faire passer une frontière. Donc déjà, ce sont des zones de tension possibles. Mais surtout, ce qu'il faut garder en tête, et ça, je dois dire que j'ai eu la chance de vivre en Éthiopie à cette époque-là, c'est que quand on demandait à un Éthiopien ce qu'il était, d'où il venait, à se définir socialement, eh bien, à l'époque, en 1995-96, un Éthiopien n'aurait jamais dit « je suis Amara » ou « je suis Tigré ». Il dit « je suis Tewahado, je suis Islam, je suis catholique », mais il n'aurait jamais dit « je suis Amara » ou Tigré. S'il parle la langue amharique, d'office, il est assimilé au Amara, même si son père ou sa mère ne sont pas Amara. L'Éthiopie est un pays où il n'y a pas de nom de famille. Donc, à partir du moment où vous donnez à votre fils un prénom Amara, pour peu que lui refasse la même chose à son fils à lui, eh bien, le petit-fils est devenu totalement Amara. Il n'y a plus de trace de nom d'une autre communauté derrière lui. Mais avec le système actuel, où on inscrit dans l'état civil l'origine linguistique, eh bien, on a fait de quelque chose qui était en fait une condition sociale, mais qui n'était pas une fatalité, qui était perméable, on en a fait une fatalité. Et donc, on a renforcé ce caractère identitaire qui n'était pas forcément existant il y a 30 ans. On en a fait maintenant une donnée fondamentale qui va servir dans la contestation, puisqu'il faut toujours bien désigner un autre. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de conflits ethniques en Éthiopie, même si forcément ce n'est pas ces caractères-là qui sont fondamentaux. Ça sert simplement à stigmatiser un autre, même si au départ ça n'avait pas beaucoup d'importance. Mais pour en revenir, peut-être je m'égare un peu par rapport à la question, celui de la mosaïque. Donc effectivement, l'Éthiopie est une vraie mosaïque, puisqu'il y a plus de 80 langues officielles reconnues et d'autres qui ne sont pas reconnues. Mais bon, il y a malgré tout dans cela de grands ensembles. Déjà, linguistiquement parlant, on a plusieurs peuples qui sont de langue sémitique, les Amara et les Tigrés. Nous avons des peuples de langue couchitique. Le somalien, le afar sont des langues couchitiques, le oromo aussi. Nous avons des langues omotiques et des langues nilotiques. Donc voilà, on a 4 grands systèmes linguistiques déjà, et avec évidemment autant de peuples aux traditions assez différenciées. Et de langues officielles? Alors,
Les langues officielles sont régionales maintenant en Éthiopie, mais il y a une langue de travail, donc la langue l'amarinja, la langue amharique, la langue des Amharas, qui a pendant longtemps été la langue officielle et la seule langue écrite et utilisée en Éthiopie dans l'administration, est maintenant reconnue comme langue de travail. C'est la langue à Addis Abeba, c'est la langue de l'administration à Addis Abeba, mais ce n'est pas forcément la langue de toutes les administrations régionales. Maintenant, ce sont les langues régionales qui sont devenues langues officielles dans leur région. En région Oromo, c'est l'Oromifa, en Tigray, c'est le tigréen, et ainsi de suite. Après, certains peuples ont choisi de conserver l'amarinja, la langue amharique, comme langue d'administration, mais c'est loin d'être le cas dans la majorité. Depuis presque 4 ans, l'Éthiopie est en guerre. Une guerre qui est loin des feux de la rampe d'actualité, mais qui quand même a causé un nombre incalculable de victimes, notamment de famine. Et on entend dans les actualités, donc les Tigréens seraient les grands perdants de cette fédéralisation, puisqu'ils avaient eu le pouvoir pendant plusieurs décennies, et ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation démographiquement parlant où ils sont minoritaires. Donc, quelle est votre lecture du conflit en cours? Vous dites que ce n'est pas un conflit ethnique. Or, on a les Oromos contre les Tigréens, le pouvoir central qui est détenu par des Oromos. On a l'Érythrée, ancien pays adversaire de l'Éthiopie, qui soutient le gouvernement central d'Addis Abeba contre les Tigréens. Donc ma question est toute simple. Quelle est votre grille de lecture de ce conflit? Quels sont les acteurs en présence, les acteurs régionaux, le rôle des acteurs régionaux? La question est simple. Ouais. La réponse l'est beaucoup moins, évidemment. La réponse est extrêmement complexe parce qu'on crée des catégories qui sont plus des vues de l'esprit qu'une réalité de terrain. Par exemple, quand on dit les Oromos, les Oromos, de quel Oromo parle-t-on? À peu près la moitié des Oromos sont chrétiens. Pour une part importante évangélique, et à peu près l'autre moitié des Oromos sont musulmans. Donc déjà, le terrain d'entente n'est pas forcément évident, hein, donc il y a une fragmentation de la société Oromo. Du point de vue linguistique, il y a tout un ensemble de langues Oromo, alors certaines sont relativement proches et intercompréhensibles, mais d'autres sont aussi éloignées, par exemple, que le roumain et l'italien ou que le français et l'espagnol. Et donc ne sont pas du tout intercompréhensibles, même si ce sont des langues Oromo. Donc du point de vue linguistique non plus, c'est loin d'être une unité. Et du point de vue politique, c'est pareil. On a chez les Oromo une partie d'entre eux qui sont, forcément, il y a toujours une partie importante qui n'a pas forcément une opinion très tranchée sur la question, mais parmi les Oromo politiquement engagés ou militants, il y a ceux qui sont engagés dans une autonomisation et qui trouvent leur compte dans le système fédéral actuel, et il y a les indépendantistes beaucoup plus violents, qui sont d'ailleurs dans un maquis. Donc là aussi, on n'est pas du tout face aux mêmes Oromo. Donc les Oromo de l'OLA, les indépendantistes armés, Oromo Liberation Army, sont en opposition contre le gouvernement central d'Addis Abeba, qui est lui-même largement aux mains des Oromo, mais des Oromo autonomistes et pas indépendantistes. Donc là aussi, quand on parle des Oromo, déjà, on dit toujours, oui, les Oromo, c'est quand même à peu près presque la moitié de la population éthiopienne, donc ils ont un gros poids démographique, oui, mais la catégorie Oromo est une vue de l'esprit, donc ce n'est pas une unité, loin s'en faut. En revanche, les Tigréens, c'est vrai, eux ne représentent que 8% de la population du pays, mais ils sont totalement unitaires sur la langue, ils sont totalement unitaires du point de vue de la religion. Il y a moins de 1% qui ne sont pas théraïdo-orthodoxes. Et l'unité territoriale est importante aussi, puisque en dehors de communautés émigrées dans les villes, mais bon, qui ont plutôt fondu suite aux événements récents, ils sont liés à leur terre du Tigray, alors que les régions Oromo sont extrêmement détachées et parfois même enclavées par rapport à d'autres. Donc, ce n'est pas forcément 40% versus 8% de la population. Donc il faut remettre ça en perspective. Et la troisième grande donnée, mais ce n'est pas la seule, au niveau communautaire, ce sont les Amharas.
Les Amharas qui traditionnellement avaient le pouvoir en Éthiopie jusqu'à la chute du gouvernement militaro-marxiste. Et le grand antagonisme, et celui-là on le fait remonter déjà au XIVe siècle, le grand antagonisme en Éthiopie c'est entre les Amharas et les Tigréens. Et cet antagonisme persiste à l'heure actuelle. Alors, c'est un antagonisme pour le contrôle politique de l'Éthiopie. Ça a toujours été une lutte d'influence entre ces deux communautés et dans l'état actuel des choses, elle se maintient, cette lutte d'influence. Les Amharas et les Tigréens parlent deux langues cousines, avec la plupart des racines, alors la prononciation, la vocalisation est différente, mais la plupart des racines sont communes. La religion est la même, les traditions alimentaires, vestimentaires, etc. sont les mêmes. Si vous croisez dans la rue un Tigréen ou un Amhara, vous aurez souvent, la plupart du temps, de la peine à les distinguer l'un de l'autre. Les Amharas ont plus souvent été métissés avec des Oromos que les Tigréens, mais globalement, ils sont très, très, très voisins, très, très semblables. Donc, c'est vraiment pas une opposition sur la différence, c'est une opposition de contrôle politique qui est historique en Éthiopie. On a parlé un moment pendant la guerre de 2020 à 2022 d'une volonté de sécession du Tigray, ce qui n'avait évidemment pas de sens, sans quoi les forces tigréennes ne se seraient pas épuisées dans une marche forcée sur Addis Abeba, qui est très loin de leur territoire. Donc l'enjeu, c'est de meilleure répartition des ressources. Oui, dans le meilleur des cas, je pense que l'enjeu, c'est plutôt un contrôle des ressources. Contrôle des ressources. Serge Derouel, l'Éthiopie est un pays de paradoxes. Vous êtes à Addis Abeba, il y a un côté un peu rutilant, avec ces gratte-ciel, le niveau de vie d'une certaine classe aisée. Et puis à côté de ça, pour les humanitaires qui travaillent sur place, l'Éthiopie accuse des difficultés structurelles. Compte tenu des ressources humaines, économiques de ce pays, comment expliquez-vous le fait qu'on ne décolle pas, que l'Éthiopie n'arrive pas à décoller et à parvenir à un niveau comparable aux pays des BRICS, dont, je rappelle, elle vient d'adhérer. L'Éthiopie vient d'adhérer dans le cas d'élargissement des BRICS, donc à ces puissances émergentes d'Asie et d'Afrique. Oui. La question, évidemment, est relativement délicate et la réponse, je pense, n'est pas simple, loin s'en faut. Mais pour répondre très rapidement à cela, on a différents enjeux. Je pense que l'Éthiopie était finalement relativement bien partie ces dernières années, en tout cas jusqu'en 2018. En 2018, l'Éthiopie paraissait comme un système très prometteur. On a commencé à beaucoup parier dessus, en particulier avec l'arrivée d'Abiy Ahmed. Mais l'Éthiopie est rattrapée en permanence par deux démons principaux. J'ai fait allusion à la question de la démographie qui reste évidemment l'élément structurel le plus important, mais ces deux démons sont d'une part l'exacerbation des communautarismes qui sont en fait le fruit de cette constitution et de ce modèle administratif appliqué à l'ensemble du pays pour la gouvernance à partir de 1995, qui ont créé des catégories sociales qui n'existaient pas avant ou qui exacerbent leurs caractéristiques et donc qui sont facilement instrumentalisés et qui servent dès qu'il y a la moindre opposition pour trouver des boucs émissaires. Et d'autre part, l'autre démon, c'est la question de la gouvernance, de la bonne, ou plutôt plus souvent la mauvaise gouvernance. Une gouvernance qui fait que la société éthiopienne n'est pas fracturée, ce n'est pas une fracture qu'il y a entre les catégories sociales, c'est un ravin. Entre les gens les plus aisés à Addis Abeba et les plus pauvres dans la même ville, ils ne vivent même pas sur la même planète. On ne peut même plus parler de fracture sociale. Et tout ça est lié aux questions de gouvernance. Quand l'actuel Premier ministre se fait construire un palais absolument démentiel dans sa conception, son luxe, mais en même temps, c'est à coup de bulldozer que l'on écrase les vieux quartiers de la ville sans forcément avoir une vraie politique de relocalisation des populations dépossédées de leurs terres.
Donc voilà, ça c'est la réalité de l'Éthiopie. Il n'y a pas que les chiffres. Alors on arrive bientôt à la fin de cet entretien, mais il y a un mot-clé qu'on n'a pas encore abordé et que vous revenez avec beaucoup je dirais, d'acuité dans votre ouvrage, hein, c'est le mot démographie. Parce que l'Éthiopie a un point commun avec le Nigeria, avec l'Égypte, c'est que c'est un pays qui n'a pas connu de transition démographique. Et c'est une véritable explosion, puisque vous notez qu'en 1970, la population de l'Éthiopie, c'est 22 millions d'habitants. En 2020, on est à 115 millions. En 2024, on est à 135 millions. Ça veut dire qu'on a une population majoritairement de moins de 15-14 ans. En quoi cet accroissement démographique est une vraie bombe géopolitique à retardement compte tenu de la relation extrêmement tendue avec l'Égypte, et même le Soudan, j'imagine, dans le cas de la répartition des eaux du Nil, puisque le principal affluent, le Nil bleu, prend sa source en Éthiopie et que l'Éthiopie a besoin de nourrir sa population qui croît de façon exponentielle au détriment des pays de l'aval, en aval du Nil. Je pense qu'on a deux problèmes différents. Le problème des eaux est davantage un problème, un macro-problème à l'échelle de l'État. En revanche, l'explosion démographique de l'Éthiopie, donc, pour donner une vue de l'esprit très simple, c'est une population qui double à peu près tous les 20 à 25 ans. En tout cas, dans l'état actuel des choses, depuis un siècle, c'est ce que l'on mesure. Donc c'est assez considérable, évidemment. Le problème de la démographie qui pèse sur l'Éthiopie, il pèse avant tout sur la terre, davantage que sur l'eau. L'eau va servir à l'État à fonctionner, entre autres en devenant un gros producteur d'électricité, etc. Mais le problème de la démographie, c'est la terre. 80% de la population éthiopienne vivent sur moins de 30% du territoire. Les territoires éthiopiens sont très étagés. On a une part importante de basses terres qui sont arides, sèches, où le niveau de pluie ne permet pas l'agriculture. On a une minorité de terres très hautes, froides, où on peut pratiquer l'agriculture, mais au maximum une récolte par an. Et toute la zone intermédiaire, la zone on va dire qu'on va qualifier de tempérée, cette zone représente moins de 30% de l'ensemble du territoire, entre à peu près 1800 et 2500 mètres d'altitude, où le niveau des pluies est important. Cette zone est occupée par près de 80% de la population. Et les pressions sont de plus en plus importantes sur ce foncier. Donc on a des parcelles qui sont de plus en plus divisées, c'est-à-dire que les parcelles ne permettent plus de produire suffisamment pour nourrir une famille. Donc le problème, il est vraiment structurel au niveau du foncier. Et c'est remarquable, c'est que depuis le début du XXIe siècle, toutes les grandes oppositions violentes qui ont eu lieu en Éthiopie se sont toutes faites sur les fronts d'urbanisation autour d'Addis Abeba, autour de Bahir Dar, autour de Gondar, c'est-à-dire là où le monde rural et le monde urbain se rencontrent, où les pressions sur le foncier de l'urbain écrasent les producteurs du monde rural. Donc à l'avenir, si on fait un petit peu de prospective, l'Éthiopie court vers de grands défis, de grands dangers, compte tenu de son incapacité à contrôler cette explosion. Je pense que le vrai problème, il est là. Il est d'autant plus là que la plus grosse partie de la population est encore enfant en Éthiopie. Donc n'est pas encore rentré dans la vraie problématique auquel l'État doit faire face. Or, les terres sont déjà maintenant saturées. Bien, Serge Dewael, merci infiniment pour nous avoir permis de brosser à grande enjambée la trajectoire de l'Éthiopie. Donc, je rappelle que vous êtes historien de l'Éthiopie, que vous enseignez à l'INALCO, vous êtes chercheur à l'Institut chrétien d'Orient et que vous êtes notamment l'auteur de Éthiopie, une histoire, 20 siècles de construction nationale, et c'est paru chez l'Harmattan. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup, Tigrane. Merci de votre accueil.